Pour tous, l'affaire Clearstream est une histoire obscure. Pour les journalistes Pierre Péan et Vanessa Ratignier, cette histoire en cache une autre. Celle des pouvoirs politiques, financiers et militaro-industriels qui ont fait la France depuis 25 ans. Au commencement de l'affaire, il y a un homme, Imad Laoud. Ancien trader, il est recruté dans les services secrets par le général Rondeau, le plus haut responsable du renseignement français. Pour cette mission, Imad Laoud obtient, grâce à Jean-Louis Gergorin, une couverture chez l'EADS. Si je n'avais pas rencontré Jean-Louis Gergorin ce jour-là, peut-être que ma vie aurait été totalement différente. Alors Imad me fait un grand numéro, je veux me réhabiliter, la France est mon pays, je veux servir mon pays. Imad Laoud affirme pénétrer les systèmes informatiques de Clearstream et mettre à jour d'ahurissants réseaux de corruption. Ou je fais confiance ou je fais pas confiance. Je lui faisais aveuglément confiance. C'est quelqu'un de très séduisant. Les informations de Laoud remontent jusqu'au sommet du pouvoir, jusqu'à Dominique de Villepin. Bien sûr, je me suis amusé parce que pour accepter d'aller là-dedans, il faut être joueur. Au centre des soi-disant réseaux de corruption, les noms de mafieux, de vendeurs d'armes, de politiques, dont celui de Nicolas Sarkozy. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je réponde là-dessus? Mais c'est bien sûr, c'est Eureka. Mettre son nom, c'est ferrer le système. L'affaire Clearstream se tisse maintenant depuis plus d'un an, dans le secret de quelques hommes. Jean-Louis Gergorin et Dominique de Villepin, sous l'emprise des fausses révélations d'Imad Laoud, vont maintenant la faire sortir du cercle très fermé dans lequel elle s'est développée jusque-là. Ils sont convaincus qu'il faut porter le dossier devant un juge d'instruction. Fin mars 2004. Jean-Pierre Raffarin vient de nommer un nouveau gouvernement. Dominique de Villepin obtient le ministère de l'Intérieur. Nicolas Sarkozy abandonne la place Beauvau et le contrôle des services de renseignement. Il rejoint le ministère de l'Économie et des Finances, loin des affaires secrètes. La question essentielle pour Jean-Louis Gergorin, c'est vers quel juge d'instruction se tourner. Dominique de Villepin l'a toujours démenti, mais Jean-Louis Gergorin affirme que c'est dans son bureau qu'ils évoquent la question. Sur le juge, j'en ai parlé devant Dominique de Villepin. Le cœur de cette affaire, c'était l'affaire des frégates, et donc c'était le juge Van Riebeeck. Et le juge Van Riebeeck, qui était saisi d'une information sur le contrat de frégate de Taïwan. Discret mais affable, le juge le plus redouté par les industriels et les politiques, le voici. Le 7 septembre... Celui que le pouvoir a surnommé le juge rouge a traité les plus grandes affaires de financement politique occulte, qu'il s'agisse du RPR, du PS ou encore du Parti républicain. Déjà à la fin des années 70, il est en charge de l'affaire Boulin. Au début des années 90, il traite l'affaire Urbac-Raco pour le PS, puis l'affaire Longuet pour le Parti républicain sous le gouvernement Balladur. Dans la foulée, c'est l'affaire Elf, tentaculaire histoire de corruption impliquant toute la classe politique et les grands patrons du monde pétrolier. À la fin des années 90, signataire de l'appel de Genève aux côtés de Denis Robert, la justice ou le chaos, le choix est simple, et j'ai fait le mien. Il devient aux yeux des Français le symbole du combat des juges européens contre les réseaux de blanchiment d'argent sale. Début 2000, le juge Van Riebeeck rejoint le pôle financier où il va rapidement s'atteler au dossier le plus explosif du moment, l'affaire des frégates de Taïwan. 6 navires de guerre, un contrat de 2,5 milliards d'euros qui a généré d'importantes commissions occultes. Chargé de l'affaire, le juge Renaud Van Riebeeck sait qu'un agent des services secrets a suivi de très près le dossier.
En octobre 2000, Thierry Imbaud a malencontreusement fait une chute mortelle depuis la fenêtre de son appartement au 4e étage. C'est en tout cas la version officielle. Dans le sillage de ces frégates, il y a d'autres morts suspectes. À Taïwan, en 93, le capitaine Yin était assassiné. Il faisait partie des négociateurs du contrat. L'année dernière, c'est l'ancien numéro 1 de Thomson sur l'île qui décédait. Peu de temps après, un autre cadre de Thomson, Jacques Morrison, trouvait à son tour la mort. Comme Thierry Imbaud, il a fait une chute de 4 étages. À l'époque, la police avait conclu au suicide de cet homme clé de la vente des frégates. Le choix du juge est une chose, le mode opératoire en est une autre. Gergorin est parfaitement conscient qu'au moment où le juge sera saisi, toute l'affaire lui échappera. Jean-Louis Gergorin se tourne d'abord vers un jeune avocat, maître Thibault de Montbrial. En avril 2004, M. Gergorin vient me voir. Il sait que je suis en très bon terme avec le juge Van Rymbeck. Et il sait que le juge Van Rymbeck est bloqué dans son enquête sur les frégates de Taïwan, notamment par le secret défense. Et il vient me dire, en sachant que je suis aussi dans cette optique, parce que je suis l'avocat de la veuve du capitaine Yin, il faut que tu ailles le voir tout de suite, il faut que tu lui dises qu'il faut que je le rencontre, que c'est très sensible, qu'il faut faire très attention, mais que je sais où est l'argent des frégates. Et quand on entend « je sais où est l'argent des frégates » et qu'on est en 2004, en plein dans ce contexte de l'époque, de secrets, de paranoïa, de morts suspectes, etc., et de dossiers judiciairement bloqués par le secret défense, évidemment, il savait en venant me dire ça à moi que le juge Van Rymbeck n'aurait qu'une envie, c'est d'en savoir plus. Alors, je sais bien que c'est pas très glorieux, peut-être, mais honnêtement, j'avais une vraie peur physique, compte tenu de l'affaire des frégates et du nombre de morts qu'il y a eu dans cette affaire. Et évidemment la mort de Jean-Luc Lagardère, ne l'oubliez pas, dont j'étais convaincu à l'époque qu'elle n'était pas naturelle. Tout ceci influençait un petit peu ce que je pensais. Donc je me suis dit que je devais prendre des précautions. Et c'est pour cela que j'ai demandé à voir, en dehors de son cabinet, et avec une protection de mon identité, le juge Van Rymbeck. La confiance de Gergorin en son super informateur qu'est Laoud est telle qu'il lui confie la création d'un organe névralgique pour le groupe EADS, le service chargé de la sécurité informatique du centre de recherche. Et comme Laoud est son homme de confiance, Gergorin lui demande de mettre au point un système de communication par téléphone portable et boîte mail ultra protégé. Jean-Louis Gergorin était complètement parano sur les écoutes téléphoniques, sur les filatures. Il m'avait dit, montez-moi un réseau sécurisé où un groupe de personnes peuvent communiquer sans être interceptées ni par la police judiciaire, ni par les services de renseignement. J'ai créé en fait un circuit fermé, c'est-à-dire que j'ai créé une dizaine ou une douzaine de BlackBerry, d'accord, si vous savez le petit terminal, mais qui ne peuvent pas communiquer avec l'extérieur. C'est-à-dire, pour pouvoir communiquer avec l'une des personnes de ce réseau, il faut que son numéro... quasiment soit autorisé. Mais vous avez connaissance de l'ensemble des numéros. Oui, je ne savais pas qui étaient les détenteurs, le détenteur final de chacun des terminaux, mais je savais combien il y en avait. C'est moi qui gérais le serveur et donc je voyais tous les mails passer. Vous avez finalement accès à tous les échanges entre les différents... protagonistes, on va dire. Protagonistes, c'est ça, voilà. Chacun des protagonistes aura un nom de code. Celui remis à l'assistante de Dominique de Villepin sera Madrid. Celui de Gergorin sera Londres. Celui de Thibault de Montbrial, Paris. Celui du général Rondeau, Amsterdam. Et celui de Laoud, Bruxelles. Jean-Louis Gergorin est maintenant convaincu qu'il peut aller voir le juge. Donc vous vous voyez à 3 reprises, et là en fait Jean-Louis Gergorin dénonce auprès de Van Rymbeck l'existence d'un système de corruption internationale qui permettrait au juge d'avancer dans le cadre de l'affaire des frégates de Taïwan. Pour schématiser, la première réunion, M. Van Rymbeck teste M. Gergorin pour voir à quel point il est crédible. Deuxième rencontre, M. Van Rymbeck a l'air d'être rassuré sur le crédit de M. Gergorin et sur la fiabilité de sa source. Et à ce moment-là, ils engagent une discussion qui est plus pragmatique sur le thème jusqu'où est-ce que vous allez pouvoir m'apporter des éléments. Et la troisième réunion, qui est beaucoup plus courte, c'est comment faire parvenir ces éléments dans la procédure. Sans transmission officielle des informations révélées par Gergorin, le juge ne peut les exploiter.
Van Ruymbeck propose donc au stratège de ADS de témoigner sous X. Mais Gergorin refuse. Il ne veut pas voir son nom ajouté aux morts des frégates. Comment faire? Gergorin décide d'envoyer une lettre anonyme au juge, ce qui permettra à Van Ruymbeck de verser officiellement les éléments au dossier d'instruction et donc de lancer, en totale conformité avec le code de procédure pénale, toutes les perquisitions et les commissions rogatoires qu'il juge nécessaires. Quelques jours plus tard, il est venu à mon bureau et il m'a remis une enveloppe fermée dont je ne connaissais pas le contenu et il m'a dit il faut que tu portes ce courrier à notre ami et que tu t'assures personnellement qu'il l'a bien reçu. Et c'est ce que j'ai fait et c'était la première lettre. La première lettre du Corbeau. Monsieur le juge, je vous écris pour vous informer de l'existence d'un groupe mafieux comprenant au moins 2 personnes auxquelles vous vous intéressez et qui commence à étendre en France des méthodes de corruption et de prédation qui ont fait tant de mal à la Russie dans les années 90. En 1989, un ancien officier taïwanais, Wang Changpu, correspondant de longue date de la CIA, mais surtout dirigeant d'une importante triade et un des principaux intermédiaires pour les achats d'armes de l'île, a ouvert les comptes suivants. En 1992, il introduit dans le système Alain Gomez, président de Thomson CSF, en lui ouvrant un compte du même type chez Clearstream, et le lui crédite de $1 million américains. Il y a beaucoup de choses que je regrette dans cette affaire, et j'ai fait beaucoup d'erreurs dont je pense que dans cette affaire, mais celle-là, c'est certainement la dernière et une des plus grandes erreurs, c'est d'avoir écrit cette lettre, si vous voulez. Jean-Louis Gergorin regrette cette première lettre, et pour cause. Quelques mois plus tard, les conséquences pour lui sont dramatiques. Il est devenu le corbeau, celui par qui la calomnie arrive. Il va être considéré comme le cerveau de la falsification. Pourtant, pour le juge Van Ruymbeck, cette démarche prouve tout autre chose. On a le sentiment, donc, en tout cas, je voudrais savoir le vôtre, que, en fait, Gergorin, s'il l'envoie, c'est qu'il y croit, lui. Sans ça, il ne l'envoie pas, ce serait suicidaire. Enfin, ce serait... Oui. Donc, j'ai la conviction qu'il y croit. Oui, d'autant que qu'il se présente à moi. Ouais. Il aurait pu envoyer des lettres Exactement. Totalement anonymes. Absolument. Il exige de me rencontrer. Je ne peux pas suspecter sa mauvaise foi, vu la position sociale qu'il occupe. Absolument. Le juge Van Ruymbeck va agir vite. Il organise une interpellation à Toulouse chez EADS. C'est le jour de l'inauguration du hall d'assemblage de l'A380. Le numéro 2 d'Airbus, qui figure dans les listings falsifiés, est placé en garde à vue. Au même moment, les premières commissions rogatoires arrivent sur le bureau d'un juge d'instruction luxembourgeois. L'objectif, vérifier les soi-disant comptes domiciliés chez Clearstream. La chambre de compensation Clearstream subit ce qui lui paraît être une nouvelle agression venue de France. 3 ans après le livre de Denis Robert, contre lequel elle a engagé de multiples procédures judiciaires. Maintenant que l'affaire est dans les mains de la justice, Laoud sait qu'il va perdre la main. Au rythme où va le juge, l'imposture va rapidement être démasquée. Il lui faut réagir vite, inventer quelque chose. Imad Laoud dit depuis la perquisition du 5 mai, je ne peux plus pénétrer Clearstream, tous mes outils de pénétration informatique sont bloqués, ils ont mis des pare-feux informatiques. Vous renforçant ainsi dans votre conviction. Oui. L'information est évidemment fausse. Mais Gergorin y croit. Laoud se protège. Mais quelque chose dérape. Quelque chose, dans les jours qui suivent, conduit Imad Laoud à changer de stratégie. Il se met de nouveau en danger, revient à la charge et décide de mettre le feu à la République. Mi-mai, vers le 14 ou 15 mai, je me souviens, c'était au lendemain d'un week-end. Il dit, ce week-end, il me dit, et il dit à Rondeau, j'ai réussi à repénétrer dans Clearstream et qu'il avait une grande nouvelle à annoncer. C'est que Clearstream avait fermé massivement des comptes. 895 comptes avaient été fermés en bloc.
Mi-juin 2004, une nouvelle lettre arrive sur le bureau du juge. Monsieur le juge, je vous écris à nouveau. Avec vos collègues luxembourgeois et suisses, vous avez agi avec célérité et efficacité, provoquant stupeur et panique chez les crapules à Luxembourg. Le système de défense est néanmoins rapidement mis en place. La direction de Clearstream, pour se couvrir vis-à-vis de ses actionnaires allemands, a organisé l'exode des crapules. 895 comptes non publiés ont été fermés en bloc le 12 mai 2004. Les soldes considérables correspondants étant transférés à des paradis fiscaux classiques. Je vous souhaite, à vous et à vos collègues européens, bonne chance pour nettoyer ces eaux qui ne sont plus très claires. Et là, pour vous dire, j'étais quand même dans mon univers. Je ne me rendais absolument pas compte que par rapport à la première lettre que j'avais envoyée, qui ne concernait que le réseau des frégates, là, dans ces 895 comptes, il y avait notamment Boxa Energy. Et donc, forcément, l'affaire allait exploser. Que s'est-il passé? Pourquoi Laoud a-t-il relancé la machine et précipité entre les mains du juge les comptes falsifiés qui évoquent, en plus de l'affaire des frégates, les contrats d'armement signés sous Balladur, mais aussi l'Angola Gate, bref, les grandes affaires de financement politique des 20 dernières années? Pour le général Rondeau, comme pour Dominique de Villepin, un doute plane. Comme l'indique le jugement du procès, Jean-Louis Gergorin reçoit un message attribué au BlackBerry Madrid, celui de Villepin. Un message qui dit que s'il y avait eu manipulation, tout cela finirait mal. Les BlackBerry, justement, le fameux réseau téléphonique secret censé protéger Gergorin, Rondeau, Villepin et Montbrial. Ces BlackBerry dont seul Laoud contrôle le serveur central. Gergorin croit connaître tous les protagonistes qui possèdent un BlackBerry de ce réseau. Mais il se trompe. Imad Laoud lui cache un secret crucial. Il existe un BlackBerry du réseau dont Gergorin ne connaît pas l'existence. Imad l'a remis à un homme qui jusque-là n'était pas censé être dans le secret de l'affaire Clearstream. Un homme que seul Laoud connaît. Cet homme, c'est François Casanova, un officier des renseignements généraux. Qui est-il? Revenons encore une fois à un jour d'octobre 2002. Peut-être qu'il y a une période sur laquelle on pourrait revenir. C'est les 107 jours de détention que vous avez fait à la 108, santé. 108 jours, pardon. Absolument. Je sors le 7 octobre 2002. Tout est détruit, professionnellement. Je n'ai plus rien. Mais vous-même, vous avez vécu des moments particuliers en détention. Je pense notamment à l'histoire avec Belkacem. Oui. Alors bon, ça a été un peu moqué, raillé. C'est quoi cette histoire? Eh bien, écoutez, j'étais à la division D de la maison d'arrêt de la santé. Il y avait Smaïn Aït-Ali Belkacem qui était là, qui était détenu en attente d'être jugé pour les bombes dans le RER voilà, à Saint-Michel, un ancien du GIA. Et il était dans ma division. Et dans ma division, voilà, il y avait toute une série de types fichés au grand banditisme. Et on vous oblige à les fréquenter, parce que dans la cour de promenade, vous êtes obligé de marcher avec eux. Et qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve à marcher Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais vous dire, je me mets sous la protection de quelqu'un. Sous quelle protection? Quelqu'un, voilà, un Corse qui m'a protégé, qui m'a dit, bon, toi, qu'est-ce que tu sais faire? Ben voilà, je suis pas mauvais en maths, je parle arabe, j'ai quelques notions en informatique. Alors, il m'a dit, ben voilà, tu vas aider ceux qui passent le bac ou le DAEU, enfin, ils font des diplômes en prison. Aujourd'hui, dans les prisons françaises, si vous voulez être protégé, soit vous vous mettez sous la protection de quelqu'un, soit vous vous convertissez à l'islam.
Donc là, vous êtes mis sous la protection de quelqu'un. d'un Corse. Voilà, d'un Corse, voilà, qui m'a dit bon ben voilà, tu fais ça, tu fais le canard, tu marches dans la promenade derrière moi. Alors on est comme du bétail parce qu'on veut se dégourdir les jambes, vous vous rendez pas compte. Le matin, tout le monde court, et l'après-midi, ben on marche, on fait des tours comme ça. Voilà. C'est ce que j'ai fait pendant 108 jours. Et justement, quand vous sortez de prison au bout de ces 108 jours de détention, avec cette personne corse qui vous a protégé, eh ben, il y a quelque chose qu'on fait qui est une grosse bêtise, mais c'est un peu le syndrome de Stockholm, si vous voulez, c'est que en sortant, avant de sortir, ils prennent soin de prendre votre téléphone portable, votre adresse, etc. Et puis donc quand je sors, ben, ils m'envoient quelqu'un un jour qui me demande de l'aider financièrement, et voilà. Et en fait, j'ai pas les moyens de l'aider financièrement. un donné pour un rendu. Un donné pour un rendu, voilà. Je me suis occupé de toi en prison, donc tu fais ci, ça pour moi. Nous sommes à l'automne 2002. Laoud ne connaît pas encore le général Rondeau. Il ne travaille pas encore pour la DGSE. Pris de panique, Laoud se rend immédiatement au 36 quai des Orfèvres à la section antiterroriste. Il rencontre un commandant de police qui le met en contact avec le spécialiste de la question corse, un commandant des renseignements généraux. François Casanova, l'homme dans l'ombre de l'affaire Clearstream. L'homme dont il n'existe aucune photo, aucune image, et qui rend toute l'histoire encore plus mystérieuse. C'était un policier comme on n'en fait plus, c'est-à-dire des policiers qui prennent des risques, toujours à la tangente. À la tangente, ça veut dire. À la tangente, c'est-à-dire sur que le fil. Sur le fil, c'est-à-dire un peu entre les deux milieux, si vous voulez, pour être bon. Et c'est lui qui a fait arrêter Ivan Colonna. Il a d'ailleurs été décoré par Nicolas Sarkozy pour ça. Je n'étais pas à la remise de Légion d'honneur. François Casanova fait cesser net le chantage qu'exercent les Corses sur Laoud. Il en a les moyens et pour cause. Il commence sa carrière à Ajaccio, puis monte à Paris. Repéré par celui qui deviendra le numéro 2 des renseignements généraux, Bernard Squarcini, François Casanova devient l'un des hommes clés du renseignement opérationnel. Ça faisait partie de cette génération de filles qui ne parlent pas, qui ne racontent rien. C'est vrai que l'école RG, c'est plus ça. Voilà, frayer avec les voyous, les côtoyer, parler avec eux, éventuellement les protéger, et après, pour en tirer, le moment venu, la bonne information. Je me souviens d'avoir parlé un jour avec Bernard Squarcini de Casanova, il m'avait dit ça a été mon meilleur chien de chasse. Les liens entre le commandant Casanova et Bernard Squarcini, alors numéro 2 des RG, atteignent un sommet début juillet 2003, lorsque Casanova retrouve la trace d'Ivan Colonna et organise l'arrestation de l'assassin désigné du préfet Erignac. Cette capture est le premier triomphe de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, et elle fait entrer Bernard Squarcini dans le premier cercle du futur président. Pendant toute cette période, le commandant Casanova ne lâchera jamais Imad Laoud. Mais qu'est-ce que vous vous racontez? Mais on se raconte plein de choses. Je lui raconte un petit peu ce que je fais pour Philippe Rondeau. Je lui parle de Clearstream, de ce qui se trame. Voilà. Je le vois quasiment toutes les semaines. Mais c'était devenu plus un copain que... Je ne sais pas si vous avez des ennuis au travail, dans votre boulot. Vous n'allez pas en parler à votre patron, vous allez en parler à une amie très proche. Non? Si j'ai des problèmes au boulot, j'en parle avec les gens avec qui j'ai des problèmes, c'est encore ce qu'il y a de plus Non, simple. mais si c'est des problèmes difficiles... Bon, ben voilà, moi c'est comme ça que je fonctionnais. Et donc j'en parlais à François à l'époque. Mais vous lui racontez tout en fait. Mais je lui raconte tout. Je lui raconte tout et il me dit ça va mal finir pour toi, fais attention, etc. etc. Laoud évoque Casanova comme le confident, l'ami intime. Mais Casanova est avant tout un homme des renseignements généraux, qui sont alors dirigés par Yves Bertrand. Je m'intéresse à François Casanova parce que il semble avoir été très proche d'Imad Laoud. Non, c'était le traitant d'Imad Laoud. Il ne faut pas quand même dire qu'il était proche. Casanova n'avait aucune illusion sur Laoud, comme sur beaucoup d'autres. C'était un homme lucide. Il travaillait, oui, très proche. Non, quand vous dites ça, c'était un traitant. Ça signifie quoi concrètement?
Officier traitant dans les services de renseignement, c'est celui qui traite un correspondant ou un informateur, ou un indic. En PJ, on dit un indic. Enfin, nous, on ne disait pas indic, on disait correspondant. C'est plus noble. Est-ce que vous en avez parlé avec François Casanova? De la Houde? Non. Mais moi, Casanova, je le voyais, quand je le voyais, c'était la section recherche. C'était Squarcini qui dirigeait. Squarcini, il avait son domaine de la lutte antiterroriste, je le laissais libre dans son domaine. Yves Bertrand est considéré comme l'homme des Chiraciens à la tête des RG. En guerre frontale avec son numéro 2, Bernard Squarcini, devenu l'homme des Sarkoziens. Or, Yves Bertrand aussi dispose d'un agent traitant au contact d'Imad Laoud. La commissaire Brigitte Henry, spécialiste des affaires politico-financières au RG, a elle aussi rencontré Imad Laoud au printemps 2003. Imad Laoud se retrouve en quelques mois traité par la DGSE, traité par le général Philippe Rondeau, qui est donc conseiller au renseignement et aux opérations spéciales auprès du ministre de la Défense. Il est en contact avec vous, donc il travaillait au RG. Il a également un autre contact aux renseignements généraux, mais qui est d'un clan opposé. Enfin, il voit tout le monde. Oui, le but était effectivement de donner à Yves Bertrand mon impression sur Imad Laoud. Je ne le fais pas effectivement pour tous les correspondants, mais je le fais pour des correspondants que j'estime sensibles. En quoi cette source-là vous semble-t-elle plus sensible qu'une autre? Déjà du fait de son environnement, le fait que son beau-père effectivement ait travaillé avec Jacques Chirac. Et puis parce qu'il soit chez EADS, que son frère soit chez EADS, qu'il dise travailler pour la DGSE, et qu'il ait travaillé, puisqu'il me parle aussi de la DST, et qu'il me demande à un moment donné, il me dit qu'est-ce que vous en pensez, j'aimerais bien travailler pour la DST. Donc j'ai affaire à quelqu'un qui visiblement a envie, a une attirance évidente pour le renseignement. Voilà, donc toutes ces raisons font que je me dis il faut peut-être faire un point d'étape pour déjà tenter d'y voir plus clair, et puis c'est un point qui peut servir après tout à d'autres services que le nôtre. Mais c'est marrant quand même, parce que Laoud parle de tout à tout le monde, enfin de presque tout, puisqu'il parle très peu de François Casanova. Effectivement, lui ne me dira jamais qu'il est en contact avec quelqu'un d'autre au sein des renseignements généraux. C'est le seul aspect finalement de ses contacts qu'il garde secret. Peut-être parce que François Casanova lui a demandé de garder ce secret, c'est possible. Certainement que je pense que François Casanova a fait remonter des informations concernant Imad Laoud ou ce que pouvait lui dire Imad Laoud. Et la multiplicité des relations d'Imad Laoud avec les différents services de renseignement peut inspirer bon nombre d'hypothèses. Pour renforcer le trouble, une fâcheuse épidémie se répand dans cette affaire. Les traces écrites disparaissent mystérieusement. Suite au séjour de Laoud à la prison de la Santé en 2002, le registre des visiteurs n'a pas été conservé. La seule note que Brigitte Henry dit avoir transmise au chef des RG, Yves Bertrand affirme ne l'avoir jamais reçue. Les notes de Casanova à son chef, Bernard Squarcini dit ne les avoir jamais vues. Et pour rendre l'affaire encore plus compliquée, qui se trouve au milieu du listing falsifié? Bernard Squarcini, le propre patron de François Casanova. Décédé d'un cancer en août 2004, François Casanova a emporté avec lui tous ses secrets. Personne à ce jour n'a trouvé les comptes rendus de François Casanova à son chef Bernard Squarcini. Bernard Squarcini a dit à l'instruction qu'il ne recevait rien. Et donc là, il y a, me semble-t-il, c'est un des points clés, un des points mystérieux, c'est la nature de cette relation extraordinairement étroite entre Imad Laoud et François Casanova. Et pendant que les liens se nouent entre le commandant Casanova et Imad Laoud, une tempête gronde dans les secrets du pouvoir. La guerre des droites reprend.
comme au pire temps de l'affrontement entre Balladur et Chirac. Cette fois, c'est un affrontement entre Sarkozy et Villepin. L'enjeu, la constitution d'un supposé trésor de guerre en vue des prochaines présidentielles. Alors, quand vous vous rasez le matin, là, vous pouvez penser à autre chose qu'au ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il vous arrive à ce moment-là de penser à l'élection présidentielle? Pas simplement quand je me rase. Merci. La source, le plus gros contrat d'armement dont la France puisse alors rêver. C'est le dossier Mixa. Un contrat de 7 milliards d'euros avec, comme dans tous les grands contrats d'armement, la promesse d'un trésor de guerre considérable. Un dossier que Charles Pasqua avait initié en 1994 en Arabie Saoudite avec son bras droit de l'époque, un certain Claude Guéant. Un dossier que le même Claude Guéant apporte à Nicolas Sarkozy dès son arrivée au ministère de l'Intérieur en 2002. En fait, on voit Nicolas Sarkozy à la manœuvre, ministre de l'Intérieur sur le contrat Mixa, parce que Charles Pasqua, son mentor en politique, ministre de l'Intérieur lui aussi entre 1993 et 1995, avait initié ce contrat. Et en quelque sorte, Nicolas Sarkozy, arrivant dans le bureau de son mentor, plusieurs années après lui, Place Beauvau, ouvre les placards et il a ce contrat-là, il essaye de le refaire vivre en agitant un intermédiaire qui aujourd'hui est devenu très encombrant pour l'Élysée, qui s'appelle Ziad Takieddine. Ziad Takieddine, le richissime Libanais déjà à la manœuvre pour les Balladuriens entre 1993 et 1995, et que Charles Millon comme Dominique de Villepin traquaient entre 1995 et 1997 dans leur chasse aux rétrocommissions. Les notes de Ziad Takieddine parlent de Nicolas Sarkozy comme du patron. Il parle des sujets sensibles qu'il ne faudra aborder que secrètement avec les Saoudiens. Un niveau de secret invraisemblable au sein d'un gouvernement pour un contrat censé apporter emploi et devises à l'industrie française. Dans une note confidentielle d'octobre 2003, révélée par Mediapart, Takieddine donne une série d'instructions au cabinet de Nicolas Sarkozy pour finaliser la signature du mirifique contrat. De toute évidence, il faut se méfier du Quai d'Orsay, dirigé par Villepin, et du conseiller diplomatique de l'Élysée, Maurice Gourdeau-Montagne. La visite préparatoire est inhabituelle. Elle doit revêtir un caractère secret. Ni le cabinet, ni le conseiller diplomatique ne doivent être au courant, pour cause évidente de fuite. Pour cette raison, il sera préférable que B, entendre Brice Hortefeux, se déplace seul, et que le déplacement s'effectue sans fanfare, avion de ligne de Genève ou de Zurich. Dans l'intérêt d'une signature sans interférence, il est indispensable que tout le monde soit pris par surprise par cette signature. On voit bien que là, on est dans quelque chose de secret, d'opaque, et on se demande, mais que veulent-ils bien cacher avec un tel contrat, un tel homme d'affaires sulfureux qui est Ziad Takieddine au cœur des négociations, et alors que quasiment tout est bouclé, le contrat est prêt, les projets de contrat sont prêts, notamment celui du versement de l'argent noir pour Ziad Takieddine. L'État Chirac a imposé à Nicolas Sarkozy de ne pas se rendre en Arabie Saoudite et annuler son déplacement. Le 12 décembre 2003, donc, Jacques Chirac siffle la fin de la partie. Comment a-t-il su ce qui se tramait? Un homme est au centre de l'affaire. Un homme qui vit au cœur de la zone grise où se négocient les grands contrats d'armement de la France. Un homme en rivalité frontale avec Ziad Takieddine. Alexandre Djouri, de son vrai nom Ahmed Djouri. Un homme qui n'a rien d'étranger à notre histoire. Il est depuis 18 ans le correspondant du commandant François Casanova. Il est au cœur de l'enquête de Pierre Péan. Alexandre Djouri est très discret. Il n'aime pas que l'on parle de lui ailleurs que dans les conseils d'administration du CAC 40 ou chez ses amis des cabinets ministériels. Djouri est donc un quasi-inconnu jusqu'à ce que quelques journalistes commencent à s'y intéresser. Le parcours de l'homme d'affaires est digne des meilleurs polars.
D'abord, il est évident que le parcours qu'il a fait montre que c'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un qui sait saisir les opportunités. Parce qu'il n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il est né dans le 9-3, très rapidement il arrive dans le 9-5 à Sarcelles. Il a un certain charisme, il sait bien se battre et il sait raconter des histoires. Et d'habitude, ceux qui ont leurs habitudes à l'Élysée viennent de l'ENA généralement, après Sciences Po, HEC, etc. Lui, son HEC, c'est tout simplement une bande de voyous à Sarcelles. Il est un peu le chef charismatique. Il a comme héros Alexandre le Grand, ce qui est quand même assez original. Et il s'intègre à ce que les policiers vont appeler le gang de la banlieue nord. Je ne sais évidemment pas le détail de ce qu'il a fait, Alexandre Joury, mais je sais que le gang était connu de tous les policiers pour faire des vols à main armée, pour faire du racket, etc. Mais ils estiment que Sarcelles et la banlieue nord, ça ne suffit pas, et ils décident de monter sur Paris grâce à un de leurs copains qui s'appelle David Les Yeux Bleus, et là ils vont se retrouver dans le faubourg Montmartre, eh bien tout simplement dans le clan Zemmour. Zemmour, c'est dans la fin des années 70, c'est le top du top de la pègre du grand banditisme parisien. Et il va, par son bagou, il va réussir dans les boîtes de nuit à s'acoquiner avec plein de gens. Il va très rapidement ainsi devenir proche du fils du directeur général de l'UNESCO. Il va passer au-delà du fils pour devenir copain du père, qui va lui ouvrir plein de gens à l'UNESCO, ce qui va l'entraîner vers des relations avec les fils de chefs d'État africains, des gens importants en Afrique, et puis la même chose sur le Proche et le Moyen-Orient. Et donc, en peu de temps, c'est quelqu'un qui va se constituer un carnet d'adresses extraordinaire, et parallèlement, il devient très proche, le meilleur pote d'Anthony Delon. Et il va lui suggérer de monter une affaire de blouson de cuir à la mode en utilisant le nom de Delon, AD, comme le père. Le père, ça lui plaît pas du tout, et va rentrer en bataille extraordinaire avec son fils. Et Alexandre Joury va participer à la guerre, on peut parler de véritable guerre, entre le clan de son père et le clan et le fils. Et là-dedans, il y a des morts. Dans la guerre Delon père-fils, il y a des morts. Dans la guerre Delon père-fils, il y a des morts. C'est dans cette affaire Delon que pour la première fois, le nom de Joury apparaît au détour de quelques brèves. Il a 27 ans et il se présente déjà comme un homme d'affaires. Il reçoit quand même une balle de 11,43 dans le dos. Mais à partir de ce moment-là, sa vie va changer. Parce que, et je pense qu'une des explications qui permet de comprendre pourquoi ça n'a jamais été jusqu'au bout, les enquêtes, c'est qu'à partir de 86, il va être protégé. C'est-à-dire qu'il va être tamponné par des flics, François Antonat d'abord, et François Casanova à peu près en même temps, mais François Antonat, qui est le premier à l'avoir tamponné, à avoir fait de lui, alors appelons comment, indique, je ne sais pas quoi, moi, honorable correspondant, je ne sais pas très bien, mais François Antonat va le tirer, parce que François Antonat passe chez Elf à partir de 90, et à partir de 90, Joury va travailler beaucoup sur l'Afrique noire, beaucoup avec Elf. Et il commence à gagner de l'argent, pas mal, probablement qu'il transporte des valises. On n'a jamais la preuve des valises. Hein. Il revient proche d'Alfred Sirven, il revient proche de Sassou, il revient proche de Bongo, etc. Et puis à partir de 1995, il va changer de statut. Il rentre dans l'entourage de Dominique de Villepin. Au point où il va devenir progressivement un homme véritablement dans la chiraki, quelqu'un d'important, hein, qui rend des services. Lui, son métier, au fond, c'est rendre des services. Alexandre Joury est donc l'homme qui, en décembre 2003, rend ce grand service au président Chirac et à Dominique de Villepin.
déjouer le plan de son rival Takieddine et des Sarkoziens dans le contrat Mixa, en intervenant directement auprès des Saoudiens. Dominique de Villepin et Alexandre Djouri doivent tout faire pour récupérer ce contrat, alors que Takieddine se bat dans l'ombre pour rattraper l'affaire. Or, que se passe-t-il le 26 décembre 2003 ? Voilà que réapparaît Imad Laoud. Il rédige une note pour le général Rondeau. Une note très détaillée, prétendant révéler les dessous du contrat Mixa. Cette note est une recomposition d'informations assez précises, mais difficile à vérifier. Elle prouve cependant une chose, que Laoud est alors l'un des rares Français au courant des dessous du contrat. Comment ? Mystère. Un seul de ses amis aurait pu l'informer, l'homme qui, aux renseignements généraux, est l'intime d'Alexandre Djouri, le commandant Casanova. Sur la période fin 2003, début 2004, vous avez écrit une note sur un contrat en cours, qui est le contrat Mixa. Oui. Alors, oui, je me souviens de cette note. Je me souviens de cette... Alors, oui, je me souviens de cette note, oui. Pourquoi est-ce que Rondeau s'intéresse à l'affaire Mixa ? Alors, Mixa, parce qu'en fait, je pense qu'à ce moment-là, il est question de rétrocommission dans l'affaire Mixa. Mais à ce moment-là, Rondeau me demande de faire une note sur l'affaire Mixa. Donc, je vois très bien où vous voulez en venir. Vous voulez en venir sur est-ce que il n'y avait pas encore le nom de Sarkozy qui traînait peut-être quelque part à ce moment-là, c'est ça ? Pas forcément, oui. Moi, je n'entends pas parler de Sarkozy à ce moment-là. Tout ceci se passe au moment où, rappelez-vous, Jean-Louis Gergorin ne pense qu'à une chose, le prétendu complot contre Lagardère et l'affaire des frégates de Taïwan. Cette obsession, on l'a vu, le conduit au Quai d'Orsay, où il s'ouvre le 1er janvier à Dominique de Villepin. Rendez-vous qui a provoqué la fameuse réunion secrète du 9 janvier entre Villepin, Rondeau et Gergorin, celle qui signe l'entrée du sommet du pouvoir exécutif dans l'affaire Clearstream, celle où pour la première fois, le nom de Nicolas Sarkozy est officiellement prononcé. Or, que trouve-t-on dans le compte-rendu de cette réunion rédigée par le général Rondeau ? Mieux qu'une référence au contrat Mixa, le nom d'Alexandre Djouri, que prononce Dominique de Villepin, inquiet de savoir si son ami figure sur les listings. Ce lien entre l'affaire Clearstream et le contrat Mixa, il est fait à travers le compte-rendu de la réunion du 9 janvier entre Dominique de Villepin, Jean-Louis Gergorin et le général Philippe Rondeau. Effectivement, le lien entre l'affaire Clearstream et l'affaire Mixa, qui pour moi est absolument essentiel, se fait le 9 janvier par la bouche même d'un des principaux acteurs, qui est Dominique de Villepin. Et il le fait donc par le nom de Mixa, mais il est fait pas seulement par ça, il est fait par le nom de Djouri, qui est son champion dans justement l'affaire Mixa. À partir de cette réunion du 9 janvier, on peut voir comment les deux affaires sont liées. Mais il y a une autre façon, c'est que Casanova, donc très proche de Djouri, va présenter Imad Laoud à Alexandre Djouri, et c'est le déjeuner du Ritz. C'est François Casanova qui m'a présenté Alexandre Djouri. Pourquoi est-ce qu'il vous présente Alexandre Et pourquoi Djouri pas ? Et pourquoi pas ? Peut-être que ce monsieur pouvait me confier un contrat de conseil. Après tout. Moi aussi, j'y suis allé peut-être en me disant, tiens, c'est bien de le connaître. Toujours est-il, j'ai déjeuné avec eux au Ritz. Voilà. Est-ce que vous savez à ce moment-là qui est Alexandre Djouri ? Non. Je ne savais pas encore très bien qui c'était. Mais enfin bon, vous savez, un petit coup sur Google et googliser la personne et voilà, on sait beaucoup de choses après. Il n'y avait rien en ce temps-là sur Internet concernant Alexandre Djouri. Imad Laoud savait bien sûr la place qu'occupait Djouri dans la zone grise de la République.
François Casanova, l'ami de Djouri, était le mieux placé pour le lui apprendre. Ce déjeuner qu'Alexandre Djouri dément se situe entre mars et juin 2004, au moment même où Jean-Louis Gergorin devient le Corbeau, où le juge Van Ruymbeck lance ses perquisitions, et où Lahoud affirme à Gergorin que des comptes auraient été fermés en urgence chez Clearstream, dont ceux attribués à Nicolas Sarkozy, déclenchant ainsi l'un des plus grands scandales de la Ve République. Et vous parlez de quoi pendant ce déjeuner? On m'a souvent posé la question, mais qu'est-ce que vous êtes dit? Vous savez, on ne dit pas toujours des choses intelligentes pendant ces déjeuners ou ces dîners, quoi. Il y a peut-être une idée à faire passer, ou une chose, un renseignement que la personne vient chercher, et c'est tout. Et le reste, c'est du vent, enfin, on meuble, quoi. Voilà. Peut-être que vous, en m'interviewant, vous cherchez juste une chose. Et tout le reste, c'est me faire converger ou diverger. Peut-être que vous aussi, en ayant accepté qu'on vienne faire l'interview, alors qu'on a quand même eu plusieurs interviews qui ne se sont pas faites et tout, est aussi en quête de quelque chose. C'est aussi une question qui se pose. Peut-être que j'essaye de faire passer une idée, sans doute, inconsciemment ou consciemment, mais à un moment donné, on peut pas dire est-ce que vous vous souvenez de tout ce que vous vous êtes dit avec cette personne? Le dossier Mixa livrera peut-être un jour ses secrets. Le contrat, lui, aura échappé à la France. À l'été 2004, l'affaire des faux listings Clearstream, elle, sort du secret. L'instruction du juge Van Ruymbeck fuite très vite. Les lettres du Corbeau commencent à circuler dans tout Paris. Clearstream, société basée au Luxembourg et spécialisée... Cette société luxembourgeoise est soupçonnée de malversation financière. Le juge reçoit sur son bureau une lettre anonyme, puis un listing de comptes supposés secrets. Les commissions rogatoires internationales du juge Van Ruymbeck reviennent progressivement à Paris. Les conclusions sont toutes les mêmes. Les listings ont été falsifiés. Je peux vous dire que je suis très en colère. Alors, c'est-à-dire, quand on vous entend jamais en colère, c'est rarissime. C'est rare, mais j'ai été manipulé de A jusqu'à Z dans cette affaire. On m'a laissé aller dans le mur, et heureusement que je ne me suis pas laissé piéger et que j'ai rétabli la réalité. Pour le juge, les conséquences de cette imposture sont dramatiques. Le voilà inquiété par le Conseil supérieur de la magistrature. Pire encore, il verra toute son instruction sur les frégates de Taïwan s'écrouler. Avec amertume, il rédigera une ordonnance de non-lieu. C'est un naufrage retentissant. 12 ans d'enquête sur l'affaire des frégates de Taïwan, pour rien. Entre-temps, un très grand nombre des personnalités dont les noms ont été ajoutés dans les listings se portent partie civile. Parmi eux, Nicolas Sarkozy. J'irai jusqu'au bout de l'exigence de vérité, car on ne doit plus jamais connaître des scandales de cette nature dans la République française. Au pôle financier, les juges Duy et Ponce, chargés d'instruire sur le Corbeau et la dénonciation calomnieuse, passeront 4 années à enquêter, à perquisitionner, au cœur du pouvoir exécutif. À eux de dire s'il faut condamner ou relaxer Dominique de Villepin. À eux de dire s'il faut reconnaître ou non à Nicolas Sarkozy son statut de victime. Jamais, en tout cas dans la Ve République, une décision judiciaire n'aura pesé autant dans la vie politique. Ils mettent en examen Denis Robert et l'auditeur d'Arthur Andersen, Florian Bourges, Jean-Louis Gergorin et Imad Lahoud. 3e perquisition. 4e. 2 fois à mon bureau, 2 fois à mon domicile. Avec, en invité vedette, Dominique de Villepin. Alors comment ça s'est passé, monsieur de Villepin? J'ai été victime pendant de longs mois de calomnies et de mensonges. Ah, oula. Là-bas, résumé brutal, escalier criminel, bon. Après c'est sécurisé. Denis Robert, l'habitué des tribunaux, est relaxé. On me dit, vous êtes le type qui a... C'est à cause de vos livres que tout ça... Mais moi, je suis pas responsable, quoi. Je veux dire, le type qui invente l'amour, il n'est pas responsable du crime passionnel, vous voyez? Florian Bourges est condamné à 4 mois avec sursis pour avoir transmis des documents bancaires de la société Clearstream. La vengeance de Nicolas Sarkozy n'aboutira pas. Le procès en correctionnel comme en appel innocente l'ancien Premier ministre. Après 6 années d'un acharnement sans précédent,
Après 6 années d'épreuves pour ma famille, la justice a reconnu pour la 2e fois mon innocence. Jean-Louis Gergorin, qui était en première instance considéré comme le cerveau de l'imposture, est condamné en appel à 3 ans de prison, dont 6 mois fermes, pour usage de faux et complicité de dénonciations calomnieuses concernant les envois au juge Van Rymbeck, condamné pour avoir été le corbeau. Imad Laoud, lui, est à ce jour le grand coupable de l'affaire, condamné pour avoir confectionné les faux, ce qu'il n'aura jamais cessé de démentir. J'ai accumulé les moments où j'aurais pu arrêter. Et je vais vous dire une chose, c'est un peu comme le drogué qui... j'ai jamais pris de stupéfiants, mais c'est un peu comme le drogué qui, quand il rentre, plus il se drogue, moins il peut arrêter. Plus il se drogue, moins il peut arrêter. Et moi, en fait, plus j'avançais, plus mon ascension, entre guillemets, professionnelle, avait une pente positive. Vous voyez, en maths, la pente, c'est le taux d'accroissement de la fonction, donc ça montait. Il est condamné à 3 ans de prison, dont 18 mois fermes. À chaque fois que je me suis posé la question, est-ce que j'arrête, je regardais en me disant, la chute va être brutale. Et donc, voilà, j'essayais d'attraper une autre branche. Et une autre branche, et puis voilà, la fin on la connaît. Les affaires d'État finissent toujours de la même façon. Des vies brisées, des vérités judiciaires et d'autres médiatiques, des vérités humaines et d'autres politiques. Et finalement, des secrets qui restent trop bien gardés. Cette histoire nous a conduits dans un monde où nous ne sommes jamais invités. Un monde au croisement du politique, du complexe militaro-industriel et des services de renseignement. On en retient une chose. Depuis maintenant 25 ans, le système des commissions et des rétrocommissions gangrène la République et salit les hommes. Une zone grise s'est installée au cœur des institutions. Elle se cache dans les coulisses du pouvoir exécutif.